Donc, merci à vous pour votre présence. C'est vrai que c'est très agréable de parler avec le micro et d'être donc venu sur cette table ronde organisée dans le cadre du Forum Entreprendre pour la culture. Et merci beaucoup à l'agence A d'avoir pris cette initiative qui nous permet, en tout cas à nous, de témoigner du plaisir que l'on a et des actions que l'on mène à l'échelle européenne, ou en tout cas du désir de coopération qui nous anime tous qui sommes ici. Donc, je remarque qu'il y a quelques-uns de mes étudiants que je remercie pour persévérer à mon égard, donc ça me fait très plaisir. Bien, donc moi voilà, on va chacun se présenter quelques minutes et vous expliquer mais pourquoi on est engagé sur ces projets de coopération européens aujourd'hui. Et ensuite, on va vous expliquer un petit peu à titre d'information ou en tout cas de sensibilisation. On va faire un focus sur deux grands programmes européens. L'un qui est dédié au secteur créatif, et Martha vous le présentera, et l'autre qui est dédié à la formation et qui s'appelle Erasmus. Et après ces focus qui sont vraiment, en tout cas, un aperçu très, très bref, nos autres invités vont vous témoigner de projets européens qu'ils mènent dans le cadre de leurs organisations. Une organisation française avec Hervé, et puis nos chers invités qui viennent de Grèce et d'Irlande du Nord. Autant dire que voilà, on va pouvoir aborder ces problématiques de front. Donc moi, je m'appelle Sophie Guénebeau et je dirige une organisation qui s'appelle le LABA depuis une dizaine d'années. Et si je suis venue, en tout cas, à travailler sur cette question, c'est pour des raisons extrêmement, on va dire, personnelles, puisque je me sens très proche des problématiques européennes. Ma mère est allemande, elle-même était née de parents polonais qui eux-mêmes ont des ancêtres d'Ukraine, et mon frère vit en Irlande. Voilà, donc tout ça a fait que finalement, l'Europe est tout à fait au cœur de mon existence. Mais j'ai remarqué également qu'elle était au cœur de l'existence de beaucoup d'entre nous, même si c'est plus lointain, à cause de nos histoires familiales, à cause des langues de nos enfances, à cause des langues aussi qui ont été parlées, même si c'est au niveau régional, au niveau national, etc., et international. Voilà, je crois que pour moi, c'était vraiment le fond de ma motivation. Et c'est ajouté à ça mon parcours professionnel qui a été, depuis l'âge de 17 ans, dans le secteur de l'art et de la culture, et que j'ai toujours dans le secteur dans lequel j'ai toujours travaillé. Donc, quand on a créé le LABA, j'étais administratrice d'un lieu qui s'appelle le Rocher de Palmer, qui est l'une des grandes salles de la métropole bordelaise dans le domaine de la musique. Et on avait vraiment, avec le directeur, la volonté de toucher beaucoup d'argent. Et voilà, mais toujours avec les grands axes vraiment de ce lieu et de ce directeur, Patrick Duval, qui vraiment travaille toujours sur la dimension sociale et évidemment sur la dimension internationale, puisqu'on est sur la scène des musiques du monde à l'époque. Et donc, on a développé énormément de projets européens, que ce soit des projets FEDER, puisque l'argent du FEDER a permis, a contribué en tout cas à l'émergence de ce lieu, du Fonds social européen, évidemment des fonds Creative Europe, Erasmus, etc. Et donc, on a passé beaucoup de temps à développer ces projets et à errer au milieu de ce qu'on appelle les méandres des financements européens, avec tous leurs pièges. Mais
finalement aussi toutes les joies qu'ils nous ont procurées, puisque une fois qu'on a mis le doigt dans la coopération européenne, eh bien, il est bien difficile de vouloir faire autre chose. Et l'idée était venue de dire on va créer une petite cellule d'échange de savoir-faire où on va inviter des gens qui savent monter des projets européens, qui savent gérer, qui savent travailler sur la dimension interculturelle, intersectorielle, et les faire rencontrer des gens du secteur de la culture qui, on le sent bien, ont plus de mal parfois, en tout cas en France, on avait l'intuition de ça, à s'acculturer avec la gestion des projets, les financements, etc. Et voilà comment est née l'histoire du Laba, qui maintenant est une association dans laquelle on a une dizaine de personnes et qui a un mode de fonctionnement un petit peu particulier, qui est que nous sommes la plupart du temps producteurs ou coproducteurs des projets sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire que nous nous engageons comme partenaires auprès des opérateurs culturels, qu'ils soient publics ou privés, et nous prenons le risque avec eux de monter les projets, de les mener, de les finaliser et d'obtenir le dernier sou qu'on doit obtenir si le projet est bien mené. Et grâce à ce savoir-faire et à cet engagement, on a pu aussi constater un autre besoin qui était celui de sécuriser parfois les porteurs de projets quand il y a des accidents. Alors les accidents sont multiples, hein, les risques, des conflits au sein de partenariats, des problèmes juridiques quand on travaille avec plusieurs pays, des problèmes financiers bien sûr parce que des fois il y a des accidents de parcours chez certains partenaires, ou alors encore des problèmes comme le Brexit, où d'un seul coup on ne peut plus travailler avec nos partenaires, ou des problèmes géopolitiques, la guerre, etc. Enfin voilà, toutes ces graves problématiques, et il y en a encore beaucoup d'autres, on va en parler, qui secouent finalement l'Europe certainement, mais surtout tous ceux qui y vivent, c'est-à-dire, et nous, opérateurs culturels. Voilà ce que je peux dire de moi. Je n'ai pas présenté de film, mais ensuite, je vais laisser donc la parole à mes co-animateurs, et je vais donc proposer à Martha de nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait avec nous aujourd'hui. Merci Sophie. On la passe après 2 minutes juste pour me présenter. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici et surtout de voir des jeunes, parce que ça m'arrive très peu, voir des jeunes, surtout en France. Et donc je suis ravie. Donc voilà, je suis très contente. Et surtout ici dans une table ronde où on parle d'Europe, ça m'est... Vraiment, je suis très émue. Donc je m'appelle Martha, donc je suis d'origine colombienne, hein, rien à voir avec l'Europe, c'est très loin, en Amérique du Sud, voilà, qui est passé à gauche, vous voyez, tout ça, voilà. Et je n'en parle plus. Et donc je suis en France et en Europe depuis très très longtemps, engagée dans les projets européens depuis très longtemps. Et aujourd'hui, donc, je travaille pour une structure qui s'appelle le Relais Culture Europe. Donc, je vais laisser après mon directeur présenter le Relais Culture Europe. Et donc, je travaille pour cette structure qui, aujourd'hui, est les structures nationales qui a été désignée par le ministère de la Culture français, par la Commission européenne, pour être les bureaux nationaux du programme Creative Europe, que c'est le seul programme aujourd'hui qui existe, et on va en parler après, si vous avez des questions, on va en discuter, qui s'adresse au secteur culturel et créatif. Je suis juriste de formation, donc rien à voir non plus avec la culture, mais j'ai beaucoup travaillé sur des questions d'aménagement de territoire, et je suis aussi très amenée à travailler aussi sur les transformations aussi que vivent les territoires européens aujourd'hui. Donc mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner les acteurs culturels et créatifs à mobiliser le fonds européen, pas uniquement pour trouver des sous, mais plus pour avoir une vision plus large sur l'Europe et la culture, et quel est le rôle aujourd'hui de la création du symbole et de la culture dans les transitions que vivent nos secteurs aujourd'hui et qui nous vivons. Donc, surtout pour vous, je suis désolée, on est dans un contexte
très sombre avec les enjeux écologiques, la guerre, la montée des populismes. Bon, je ne vais pas vous déprimer non plus, hein, mais c'est un peu la réalité. Donc, notre travail, c'est justement voir de quelle manière on peut vraiment mieux répondre en fait à ces défis, que ce soit écologiques, que ce soit des crises, des guerres, et cette transition que vivent nos sociétés aujourd'hui. Savoir quel est le rôle des secteurs culturels, de la culture, de la création dans cette société, et savoir qu'est-ce que nous souhaitons avoir comme société. Donc, toutes les questions, on va dire, des transitions écologiques ou des numériques, c'est-à-dire que les phénomènes sous-jacents sont les mêmes partout, que ce soit en Colombie, c'est-à-dire la question de la biodiversité, la question du climat, la question de la pauvreté, la question des inégalités sociales, est partout pareil. Que ce soit en Colombie, je sais pas, en Asie, en France, on est confronté au même problème. Et aujourd'hui, c'est mieux voir comment on répond en fait à ces défis de ces sociétés qui sont en mutation permanente, et donc voir quel est le rôle de la culture dans ces transformations, et pouvoir mieux répondre. On discutait tout à l'heure en préparant cette table ronde qu'heureusement, en fait, les secteurs culturels et les tissus associatifs existent, et qui s'occupent en fait justement des plus vulnérables, qui s'occupent des gens qui ont besoin. Et puis, il faut continuer à soutenir ces secteurs qui aujourd'hui est les plus touchés en fait par cette transition, que ce soit écologique, numérique, etc., pandémie ou autre. Je vais maintenant proposer donc à Jonathan de nous présenter qui il est et son organisation. Merci, au revoir et, et merci pour écouter moi. Je m'appelle Jonathan et j'ai travaillé en East Belfast Enterprise, en Belfast, Irlande du Nord, Royaume-Uni. And now I speak English. Sorry. I try. Yeah. Okay. So Maud will translate here, I hope. So my name, as I said, Jonathan. I'm from East Belfast Enterprise in Northern Ireland. And we're involved in a lot of projects and work to do with entrepreneurship, and some of that is involved also in culture and different aspects of culture. Ils sont basés en Irlande du Nord, à Belfast, et c'est une organisation qui s'occupe beaucoup d'entrepreneuriat, et certains projets aussi traitent de la culture. So I will talk 2 times today. This first time will be short, and it will end with a very sad ending. Donc il va parler 2 fois pendant cette table ronde. Là, il va parler brièvement, tout à l'heure un peu plus longtemps, mais là, ça va mal se finir. So, our organization, it works in Belfast to help people start and grow businesses. So our vision is to establish East Belfast as a place for excellence in entrepreneurship. And our mission is to inspire and support, nurture entrepreneurs to make a positive difference in our city. Donc ils accueillent dans leur organisation c'est un peu un incubateur en fait, des projets au démarrage. Et leur 2 missions, c'est d'un côté donner une vision de East Belfast comme vraiment un endroit où l'entrepreneuriat est très innovant, et puis de l'autre côté, permettre à ces jeunes pousses de bien développer leurs projets. So you all have to visit Belfast if you haven't already. The circle is the center, and the red star is where we are. So if you go to the center, you must come over the river and visit us. Okay? Voilà, donc il faut traverser la rivière pour aller les voir là où il y avait l'étoile rouge. So the things we do there is we have some offices, like you see here. These are premises that we have a lot of different businesses working inside these offices, and we provide all sorts of help and support to them. And you'll see in behind the famous crane. If anybody has been to Belfast, that's the landmark. That's the Tour Eiffel. Okay.
Donc on voit sur ces images leur bureau, ils font du service, ils prêtent des locaux, ils font un peu de coworking. Et derrière, il y a un endroit apparemment très connu à Belfast, c'est ça? Votre tour Eiffel? Je n'ai pas vu sur la photo. Our tour Eiffel. Votre tour Eiffel, d'accord, merci. Okay, and this is the other place that we have workshops for all types of businesses that is close to where my office is, and we have accommodation for them also. And we also have co-working space for people that want to come and visit for a short time. Donc, ils gèrent finalement plusieurs endroits. L'endroit qu'on a vu juste avant, c'est un endroit où il y a plusieurs, de ce que j'ai compris, services proposés. Et puis là, un autre endroit où les jeunes entrepreneurs peuvent venir coworker. And now the sad story. So I've mentioned the property side of what we do. The other side of what we do is we provide lots of training and advice and help to people in lots of different ways. And these are some examples of some projects that we do. We are now together with Lulaba and Edra from Greece and some other partners working on a project called Street Culture for Regions. The logo is the bottom one. We also have projects, that one called Go For It is a national program that we run for startup, and lots of other projects of this nature. The sad story is that... Juste before the cliffhanger. Ils gèrent en fait ces locations-là que vous avez vues tout à l'heure. Et puis à côté de ça, ils ont aussi des programmes, et notamment des programmes financés par l'Europe, dont un des programmes avec lequel nous, on est partenaire, le LABA, et puis Edra Maria. Pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être là, notamment pour le prix de l'entrepreneuriat des cultures urbaines. Et ils ont un autre programme qui s'appelle Go For It, financé par Erasmus aussi? Non. Non, pas Erasmus, mais d'autres financements qui permettent en fait aux entrepreneurs de se développer. So the sad story is that Go For It, it's not Erasmus, but it is European funding. It's ESF funding, and there is also ERDF funding. We also have Erasmus funding, and we have access to other programs, but all of this now finishes for us because we are the Royaume-Uni, UK. So from next March, we will not have any of these projects. Donc l'histoire qui se finit mal, c'est de dire que jusqu'à présent, ils avaient toujours le droit ils étaient éligibles au fonds Erasmus, FSE, Fonds social européen, FEDER, etc. Ils basaient leur programme là-dessus, mais à cause du Brexit, donc comme l'Irlande du Nord est au Royaume-Uni, à partir de mars prochain, ils ne pourront plus du tout avoir accès à cet argent. So that means that from next time we can no longer be in these projects, which is difficult for us because European support and European funding has been critical for the work that we do and many others in our society does, particularly those that work with the most disadvantaged in our society. So now we have to find another way. But I'm optimistic we will find another way, and it won't be au revoir, it will be à bientôt. Voilà, donc il précise juste que ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, ces subventions ont été déterminantes pour leur développement et puis même pour tout un tas d'organisations à Belfast, etc. Donc ils vont devoir faire autrement, trouver d'autres financements, mais ils ne perdent pas espoir. Et tu es optimiste sur le fait qu'il va y avoir peut-être d'autres façons de retrouver un regain. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marie. Pardonne-moi parce que je ne parle pas, le français et le français est très belle langue, mais excusez-moi. Hello. I'm the president of the board of an organization. It's an NGO, non-governmental, non-profit organization. It's called EDRA, established 21 years before. And donc Maria est présidente d'une ONG basée en Grèce qui s'appelle EDRA et qui a 21 ans. On ne voit pas. Sorry. Stéphane. EDRA is an organization. It's a corporation that
supports vulnerable groups, supports people with mental health problems, people and children with mental disabilities, homeless, people in risk, disadvantaged people that are in disadvantaged situations, etc., etc. So what we do, we have shelters, we have homes, we have created, structures for those people. And we fight to support their rights, because although those people, they have rights, and we are fighting against discrimination of these people and marginalization. Donc le but de cette association, c'est ils ont des maisons d'accueil et ils travaillent pour les personnes en difficulté, marginalisées, beaucoup autour de la santé mentale. Donc voilà, qui subissent des discriminations, qui ont des problèmes de tous les jours. Donc ils travaillent là-dessus et ils travaillent aussi pour leurs droits. One of the funding we use and helped us in this mission of ours is European projects. We have worked with many European projects, and especially Creative Europe. And I'm telling you why for us Creative Europe and plus Erasmus Plus is very crucial. It benefits us. Voilà, donc là, elle explique que depuis des années, ils sont financés par des projets, par des programmes européens pour des projets tels que Erasmus, mais aussi Creative Europe. Donc elle va vous expliquer pourquoi, spécifiquement pour leur métier et pour leur mission, ces financements-là ont été aussi très déterminants. Because we believe that culture and arts and sports are very crucial. They help mental health and they go together. It's a combination that mental health and arts and culture are helpful, and sports also. And okay, I'm going to tell you something that it is very important right now. In 10 of October, I was in a meeting of the government, and especially the Ministry of Civilization of Greece. And the minister tell that it's going to be a law that people who suffer from mental issues or they have mental problems, they go to doctors, psychiatrists, they get the medicine, but they go to specialists, and they're going to be a description of art and civilization. For example, you have depression, you go to you might have a pharmacy drug, yeah, but you also need a description for the special art therapist to go to visit a museum or to go to a concert or whatever has to do with culture and art. And for us, this is very important and very hopeful for the people, for all the people that are suffering with mental issues. Donc eux, leur propos, c'est de dire que la souffrance mentale et la santé mentale peut être améliorée grâce aux pratiques culturelles et notamment le sport. Donc c'est ce qu'ils promeuvent déjà depuis des années. Et justement, là, elle raconte que le 10 octobre, le gouvernement a fait un pas dans ce sens-là, puisque c'est le ministère de la Civilisation qui a indiqué que dorénavant, il pouvait y avoir de la part des médecins ou des spécialistes de la prescription non médicamenteuse pour les personnes qui sont en souffrance mentale, c'est-à-dire qu'on leur prescrit des médicaments, mais aussi à côté, on leur prescrit d'aller au théâtre, de faire des activités. C'est de la prescription qui va un peu au-delà des médicaments. Donc Maria explique que c'est ça donne de l'espoir, parce que ce qu'eux, ils portent comme projet s'inscrivent aussi dans un contexte politique qui est dans cette faveur-là. Right now, we don't have much time, so I'm not going to tell you all the projects that were made for those people and for the organization and to accomplish our goals, but there is a very small video I'm going to show you,
It is about we use European Creative Europe project, and we created a network, a European network, with organizations that they are working with art and mental health. And now it is very small, just a teaser, very small. Donc elle nous montre une petite vidéo qui parle d'un projet financé par Creative Europe sur des festivals dans plusieurs pays qui réunissaient l'art et les thématiques de l'art et de la santé mentale. So I'm sure I don't have much time. I just wish you take opportunities and advantage of European projects in your work, in your life, because they helped us so much. Ok, merci beaucoup à tous. Voilà, donc elle espère que vous comprendrez que aussi c'est important, ça pourrait aussi vous aider puisque ça les a beaucoup aidés dans leur organisation. Donc voilà, vous pouvez pressentir déjà la multitude des choses que l'on mène quand on travaille au niveau européen. On parle du Rocher de Palmer, on parle de l'entrepreneuriat dans le domaine culturel, on parle de la santé mentale. Ce sont des exemples parmi beaucoup d'autres. Donc, quels sont ces financements dont on parle là quels sont ces fonds dont on parle? Rassure-toi, je serai extrêmement court. Juste, vous sentez là, je pense qu'il n'y a que des personnes qui ont des convictions et qui ont des valeurs, mais si vous êtes ici, on doit être à peu près dans le même cercle, je pense. Donc, moi, je représente une coopérative qui fait du conseil aux collectivités, qui s'appelle Place. Je travaille depuis 5 ans dans cette coopérative. Avec un objet principal qui est celui, ce que vous entendez dans tous les témoignages, de tendre vers plus de justice sociale, quoi, si je dois le résumer pour aller très vite. On sait très bien qu'il y a des personnes qui vivent sur des territoires où le sentiment et la sensation d'égalité n'est pas tout à fait la même pour tout le monde. Donc nous, de notre position, on croit au fait que pour progresser sur cette justice sociale, notre boulot, c'est de partager le plus possible les diagnostics et de donner la parole à ceux qui l'ont le moins. Et cette parole, elle doit être utile pour que les décisions publiques ensuite qui sont prises soient orientées dans le bon sens. C'est notre boulot, je pourrais le dire autrement, mais j'aime bien le présenter comme ça. Concrètement, on fait des diagnostics, des études et des missions, mais avec chaque fois ce souci-là. Et ce souci, pour y arriver, pour essayer, pour tendre, c'est pas un exercice toujours simple, comme vous le savez les uns les autres, ça dépend des contextes, mais on croit beaucoup à la présence des artistes. Elle est fondamentale dans ces missions, pour justement, aux côtés des urbanistes, des sociologues, des paysagistes et des économistes, etc., ils sont là pourquoi ? Pour aider à ce que les gens puissent s'exprimer, puissent révéler leur point de vue. Et ce petit pas de côté qu'ils nous permettent de faire, il est, nous semble-t-il, indispensable pour réunir, par rapport à ce que tu disais, Martha, avec toutes les chapelles, les communautés qu'on a de plus en plus, créer des ponts entre les personnes, entre les groupes. On y croit beaucoup et on y arrive plus difficilement si on n'invite pas des artistes dans nos missions. Après, nous, notre boulot, c'est de créer les conditions les plus favorables possibles pour que les artistes qui interviennent dans ces missions-là, qui ne sont pas sur scène, on est bien d'accord, le fassent dans les meilleures conditions possibles. Et on s'appuie beaucoup sur des programmes européens qui, si je dois dire juste une chose rapide, pour nous, c'est toujours un laboratoire qui permet un peu en recherche de développement pour justement faire bouger des lignes, briser des chapelles. Et oui, sur des diagnostics socio-urbains, un scénariste de BD ou un photographe c'est plus classique, mais a autant sa place, encore une fois, qu'un urbaniste. Comme on faisait référence à l'école que tu développes à Athènes, quand en Belgique, on se retrouve dans des écoles où c'est français, maths, théâtre, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'on est dans des contextes un peu particuliers où effectivement le théâtre est indispensable pour favoriser l'acquisition des savoir-faire. J'arrête là, je vais pas être trop long. Et sinon, avant, j'ai eu la chance de vivre l'aventure du Rocher de Palmer pendant 10 ans et un peu avant nos centres de ressources sur le développement local. Et un peu avant, j'ai commencé à la mission Europe, mission Ville de la préfecture de région. Ça nous renvoie une trentaine d'années en arrière. Mais j'ai toujours eu les programmes européens en toile de fond. J'ai eu la chance de grandir avec, que ce soit des fonds structurels qui aident à appuyer des dynamiques locales ou des projets de coopération, ou comme on le fait régulièrement ensemble, on prend plaisir à travailler et encore une fois à nous décentrer pour progresser. Bon, donc je vais vous présenter rapidement combien de temps j'ai. Pendant longtemps, en fait, la question culturelle a été traitée de façon éloignée
des grandes orientations stratégiques et politiques de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Le programme Europe Créative, ce n'est pas une politique culturelle, c'est un outil d'investissement, il faut le savoir. Nous n'avons pas de politique culturelle comme on a des politiques pour l'agriculture, pour la cohésion. Nous n'avons pas de politique culturelle parce que les États membres ne sont pas obligés d'investir dans les domaines culturels. Donc, ces programmes Europe Créative viennent en appui de ce qu'ils font les États membres au niveau national. C'est-à-dire que ces programmes vont appuyer les politiques culturelles nationales. Et c'est tout. Mais ces programmes, comme tu disais, Hervé, est très intéressant parce qu'il va vraiment, c'est un laboratoire et c'est un outil qui aujourd'hui répond aux grandes orientations stratégiques et politiques de l'Union européenne. Quelles sont ces orientations stratégiques et politiques? C'est simple, vous les avez entendu parler partout, c'est la transition écologique, la transition numérique et l'inclusion. Basta. Donc vous avez beaucoup entendu parler des sobriétés, on parle à tous les sauces, etc. Mais vraiment, la priorité de l'Europe, c'est la transition écologique, la transition numérique et l'inclusion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à la culture? Que ces programmes Europe Créative aujourd'hui doivent répondre à ça. Donc, c'est-à-dire que ces programmes, c'est un outil de mise en œuvre des grandes orientations stratégiques et politiques de l'UE, de l'Union européenne. C'est un petit programme, c'est vraiment le programme le plus pauvre. Si on compare avec la PAC, la politique agricole commune, si on compare avec Horizon Europe, qui est le programme de recherche de l'Union européenne, Erasmus, c'est un tout petit programme. Il est très demandé par les acteurs culturels. Nous avons un budget, on passe de 1,4 à 2,4 milliards d'euros, donc on a été doublé pour la période de 7 ans, parce que nous on fonctionne par des périodes de 7 ans, et ce budget a été doublé. Mais c'est un programme qui est ouvert aujourd'hui à 42 pays. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un programme uniquement pour les États membres. C'est un programme aujourd'hui qui est ouvert à tous les Balkans occidentaux, tous, sans exception. À l'Ukraine, Moldavie, Géorgie, qui, comme vous le savez, ils sont depuis juin les statuts des candidats à l'Union européenne. L'Arménie, la Tunisie sont des bénéficiaires des programmes Europe Créative et des nouveaux pays qui sont en train de négocier avec notre programme, comme l'Algérie, Israël, Palestine, Turquie et le Maroc. Vous voyez un peu la géographie de l'Europe Créative. On n'est pas uniquement entre petits Européens à faire la coopération. On est vraiment sur un espace élargi avec des voisins à l'est et des voisins au sud, y compris les enjeux qui ont ces deux ensembles au sud et à l'est. C'est un programme aussi qui vous permet aussi de travailler avec tout autre pays européen, que ce soit, je sais pas, récemment on a soutenu un projet qui se passe en Irak sur la protection du patrimoine détruit par la guerre, donc la moitié est en Irak, la moitié est en Europe, pour vous dire un peu, voilà. Mais on va discuter, hein, c'est surtout pas, je ne veux pas parler, en plus c'est l'après-midi, c'est lourd et tout, donc peut-être qu'on échange après ensemble. Donc ce programme est là pour ça, ce programme est là finalement. C'est quoi Europe Créative? Pour être plus simple, c'est un outil d'investissement qui va permettre d'accompagner les transitions au pluriel que vivent nos secteurs culturels, la transition écologique, transition numérique, transition sociétale, économique aussi, que vivent les professionnels des secteurs culturels et créatifs. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Et Europe Créative va soutenir des projets innovants. Sophie parlait d'innovation, mais c'est quoi l'innovation? Parce que tout le monde me dit que c'est les GAFAM, est-ce que c'est l'innovation technique, économique? Non. Et je réponds un peu à ce que tu expliquais, l'innovation d'Europe Créative, c'est comment, on va dire, c'est comment un groupe des personnes, des professionnels, d'un secteur, d'un quartier, des citoyens, décident de se mettre ensemble et trouver des réponses inédites à un problème des sociétés, des quartiers, des filières. Et ce n'est pas quelque chose qui descend comme avant. En fait, on avait une vision binaire de la société qui est c'est le marché ou c'est le public. Et on ne sort plus de là.
C'est-à-dire que voilà, on est plus des gauches en fait, donc ça va être des publics, on est plus des droites, ça va être le marché. Et en fait, bah oui, enfin, mais en fait non. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On sort de ça et c'est quelque chose d'ascendant, enfin, qui émane en fait des gens pour dire voilà. Nous, on va expérimenter, explorer des enjeux qui traversent notre filière, notre société, notre quartier, et on va essayer d'expérimenter avec des Européens, comme je dis, de l'espace que je vous ai dit, avec d'autres pays, des solutions en fait à ces problèmes. Donc c'est vraiment une innovation créative, parce qu'aujourd'hui, dans les temps qui courent, il n'y a pas beaucoup de créatifs en ce moment. Donc il fallait les chercher, c'est-à-dire qu'on voit que le populisme monte partout, que la pauvreté s'accentue, etc. Donc il y a très peu de créativité aujourd'hui. Donc il faut voir l'innovation comme un terreau fertile qui va permettre vraiment d'avoir des bonnes idées. Des bonnes idées qui vont permettre aussi de répondre à ces enjeux qui sont très complexes. Des enjeux, tout ce qui est la écologie, c'est très complexe parce que pour répondre à ça, il faut arriver à créer des nouvelles coopérations, c'est-à-dire des nouvelles coopérations avec des partenaires qui ne font pas la même chose que vous, des acteurs qui sont des différents secteurs. Si on parle d'écologie, par exemple, on ne va pas parler d'écologie uniquement entre acteurs culturels. Parce que ça tourne autour de rond et que finalement, il va falloir travailler l'expertise scientifique. Parce qu'il y a les scientifiques qui nous disent depuis longtemps qu'il y a un problème et qu'on ne connaît pas cette expérience. Donc, il nous manque des repères conceptuels et des repères techniques. Et donc, pour traiter les questions écologiques, il va falloir aller trouver l'expertise scientifique. Il nous faut aussi les faire avec la société. Parce que si on travaille uniquement entre riches, les pauvres, on va les laisser, on l'oublie, et puis bon, si ils crèvent, c'est pas grave, voilà. Et donc il va c'est-à-dire qu'il faut vraiment créer ces espaces démocratiques. Et c'est très réel dans un projet européen. Je m'entendais tout à l'heure ce que vous présentez. Ce sont des espaces qui sont très réels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la transition repose sur le renouvellement des compétences des acteurs. C'est-à-dire que c'est là où il faut vraiment travailler. Il faut renouveler les compétences des acteurs à tout niveau. Et c'est là, Europe Créative, répond en fait vraiment à un enjeu de capacity building. C'est vraiment de comment on va renforcer, améliorer, développer les compétences que nous avons besoin aujourd'hui dans un contexte de transition, des transitions complexes. Je vous pose la question, des fois, moi-même, je suis ignorante dans les questions, par exemple, des rapports au vivant. Voilà, je connais très peu la biodiversité, je connais très peu les oiseaux, mais on est vraiment aujourd'hui, est-ce que nous avons des compétences aujourd'hui pour aborder cette question liée au vivant ? Ces rapports au vivant, ces rapports à la nature, la terre, les sols, et la culture a un rôle à jouer là-dedans. Et on peut en parler parce qu'on a soutenu beaucoup de projets. Et c'est un peu ça, en fait, c'est les locales, bien évidemment que c'est vraiment le lieu essentiel pour démarrer une coopération, mais qu'est-ce qui est intéressant après, c'est vraiment de changer d'échelle et qu'on est de plus en plus sur des questions d'interdépendance. Donc c'est ça un peu l'enjeu de l'Europe, c'est échelle, interdépendance et avoir des projets européens, culturels, parce que des fois le secteur culturel nous dit c'est pas à moi de faire ça, je suis un créateur, je suis un metteur en scène. Si, parce que finalement, si on va créer quelque chose, il va falloir le faire aussi. Bruno Latour, je ne sais pas s'il y a des jeunes ici, il disait il ne faut jamais réduire les réels. Voilà, je me permets de prendre cette phrase. Et donc, il faut vraiment partir de ces questions-là. Aujourd'hui, si on est dans le secteur culturel, qu'on est des artistes ou le secteur culturel, il faut partir des réels. Il faut aujourd'hui, aux jeunes qui sont là, montrer la société telle qu'elle est aujourd'hui. Une société avec les problématiques, les enjeux que nous avons aujourd'hui. Et Europe Créative est là, pas pour répondre à tout, parce que nous n'allons pas pouvoir non plus résoudre les problèmes écologiques des secteurs culturels, ni les problèmes numériques. Mais c'est un programme qui va vous permettre, en fait, aujourd'hui,
de vous mettre en fait en coopération, en partage avec des acteurs très différents qui vont vous permettre d'expérimenter, de trouver de nouvelles questions, etc. Donc voilà, c'est un peu, on peut revenir sur des exemples si vous le souhaitez, par exemple. Non bon. Non, et moi je vais faire très court aussi, et je ne vais pas utiliser mon PowerPoint. Ouais. Je vais comme ça, je vais le faire comme ça. Donc je vais vous parler d'un autre programme qu'on apprécie beaucoup, qui soutient aussi la coopération européenne, qui est le programme, on en a parlé, Erasmus+, puisqu'on est tous aussi très fervents de ce programme. Il est beaucoup plus doté, parce que c'est un programme qui a beaucoup de succès. Vous le connaissez, certains d'entre vous en ont bénéficié pour ceux qui ont fait des mobilités Erasmus. Donc les étudiants, on le connaît surtout pour ça. Mais la philosophie du programme Erasmus, c'est deux choses. La mobilité, d'abord, comme dans l'auberge espagnole. Et la deuxième chose, c'est la formation tout au long de la vie. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que l'Europe, ou en tout cas l'Union européenne, promeut la formation tout au long de la vie, mais la formation autant formelle que informelle. Et grâce à un programme comme Erasmus, les bénéficiaires, qu'ils soient étudiants, enfants, adultes, personnes âgées, jeunes, peuvent bénéficier de cet apprentissage non formel et pour ça reçoivent un soutien de l'Union européenne pour pouvoir vivre ces expériences. C'est tout à fait, je dirais, éloigné, à mon sens, de l'éducation telle qu'on l'entend à la française. Et c'est un programme, comme il est bien doté, qui vous permet de faire des expériences vraiment très approfondies, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos organisations qui peuvent partir en voyage et rencontrer d'autres personnes et échanger sur des savoir-faire, faire des expérimentations, que ce soit pour les publics avec lesquels vous travaillez, donc les étudiants ou vous, opérateurs culturels qui travaillez énormément dans le domaine de la formation informelle. Ça va de cours de tango en passant par la poterie, en passant par, je ne sais pas, tout ce domaine dans lequel le secteur culturel est très actif. C'est un programme qui vous permet d'accéder dans les premiers moments à cette démarche de coopération européenne. Il a l'avantage d'être peut-être un peu plus facile d'accès dans un premier temps que le programme Creative Europe parce qu'il propose des étapes. Oui, parce qu'il a plus d'argent, donc on peut avoir... mais surtout, il propose des étapes. C'est-à-dire que le programme Erasmus+, propose ce qu'ils appellent des actions clés. Une action clé qui est dédiée à la mobilité, c'est-à-dire que vous pouvez solliciter ce programme pour demander des fonds pour être mobile. Donc, ça vient vous rembourser sous forme de forfait du transport, du temps de présence, de la résidence, etc. Mais en deuxième étape, il vous propose aussi beaucoup la possibilité de faire des coopérations. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc Maria et Jonathan sont là pour faire dans le cadre d'un programme qui est financé par Erasmus+, et qui est dédié donc à l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de la culture de rue, de la street culture. Donc vous voyez, on n'est encore pas dans la dimension institutionnelle, on est à la marge, à la formation non formelle. La street culture, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans la street culture? Quelles sont les initiatives qui sont prises par les jeunes? Qu'est-ce que les jeunes investissent là-dedans? Et l'Union européenne reconnaît là un intérêt de travailler cet espace. Voilà, cet espace interstitiel, cet espace où émergent des choses dans le domaine de la mode, de la nourriture, évidemment des arts visuels, de la musique bien sûr et de la danse. Hein, et j'en oublie encore beaucoup. Je ne vais pas revenir sur les priorités sectorielles, les priorités horizontales du programme qui sont exactement les mêmes comme dans tous les programmes européens. L'inclusion, le numérique et évidemment les enjeux environnementaux. C'est les priorités jusqu'à 2027 et ce sera certainement encore des priorités qui vont perdurer dans le temps. Donc, vous avez deux agences en France qui s'occupent du programme Erasmus qui sont extrêmement bien dotées d'outils pédagogiques. L'agence Erasmus+, éducation et formation, elle est à Bordeaux.
à côté de la gare Saint-Jean, c'est-à-dire juste là, à quelques mètres d'ici. C'est elle qui gère le programme Erasmus au niveau national en France. Non, elle n'est pas à Paris. Et elle gère tous ces programmes qui vont être dédiés à l'éducation des adultes. Donc, vous voyez, les adultes, c'est les gens qui ont entre 18 ans et 99 ans, pour ceux qui peuvent encore se déplacer à ce moment-là. Mais aussi l'éducation, le système de l'éducation et tout ce qui va être le public de la formation professionnelle, les apprentis. Là encore, sachez que ce qui est remarquable dans cette organisation, c'est que l'entrée n'est pas par l'organisation que vous êtes, mais par les publics avec lesquels vous travaillez. Vous voyez, là encore, c'est une autre vision de l'organisation et du secteur. On ne postule pas forcément à Erasmus scolaire parce qu'on est une école. On postule à Erasmus scolaire parce qu'on travaille avec soit des enfants, soit des enseignants, soit des membres de l'école qui vont bénéficier de ce programme. Voilà, donc nous, je me souviens qu'opérateur culturel, Hervé, on a déposé des projets en tant qu'association dans le cadre du programme Erasmus+, parce que là encore, c'est une façon de vous montrer, opérateur culturel, que vous avez beaucoup d'autres compétences que de la production culturelle. Vous faites de la formation informelle, vous animez des choses, vous êtes très actif dans le domaine de la citoyenneté. Finalement, la médiation, toutes ces actions sont considérées dans les cadres de ces programmes comme aussi précieux que la production artistique elle-même. Donc voilà un espace intéressant. Vous avez une autre agence qui est celle de l'agence Erasmus Jeunesse, qui elle est basée à Paris et qui va avoir des projets spécifiques pour les 13-30 ans. Donc là encore, les jeunes peuvent directement mobiliser ces financements pour leurs projets de coopération, pour leurs projets de mobilité. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai des petites slides sur les financements, mais je ne vais peut-être pas en parler maintenant. Mais vous avez en effet la possibilité d'accéder. Alors nous, on a certains projets où on travaille, où on demande 10 000 € pour faire de la mobilité, pour partir rendre visite à des Polonais, à des Roumains, à des Bulgares. On a commencé beaucoup de projets juste en rendant visite, en allant voir. Et si on est en groupe, si on est ensemble, et pour vivre cette expérience, on peut mobiliser quelques fonds. Et ça aide parfois des partenaires qui n'en ont pas les moyens. Et après, des moyens de faire de la coopération. Et donc là, sur la période à venir, Erasmus, qui veut encourager les primo-demandeurs, que certains d'entre vous sont, a mis des échelons. Donc on commence par faire une coopération où on peut demander 30 000 €, où on est 2 partenaires pour mettre en route vraiment un travail. Ensuite, une deuxième étape, 60 000 €. Ensuite, des étapes plus conséquentes, 125 000 €, 250 000 €, 400 000 €. Et après, encore des programmes plus importants qui doivent financer l'innovation dans le monde éducatif. Voilà ce que je peux vous dire. Donc tout ça, c'est évidemment en ligne sur mon projet Erasmus. Ce sont des informations, bien sûr, pour lesquelles vous êtes accompagnés et par les agences, mais aussi par des relais comme le Relais Culture Europe à Paris, qui est vraiment un endroit où on trouve... c'est la première étape de la fusée, quoi. Hein. Et puis après, il y a d'autres acteurs comme nous en Nouvelle-Aquitaine, le LABA, où on s'adosse avec vous, certains d'entre vous, pour y aller, pour travailler ensemble. Et souvent, une fois qu'on est parti ensemble, et bien après, les opérateurs partent tout seuls. Juste, je reprends ma casquette de porteur de projet associatif par rapport au montant que tu évoquais, Sophie. Par rapport à, alors certains d'entre vous le savent déjà, mais par rapport à l'image qu'on pouvait avoir beaucoup dans le secteur culturel des fonds européens, notamment liés au FSE, où il fallait rentrer par une entrée formation, où là on est sur une toute autre mécanique financière, où il y a des risques qui sont pris. De toute façon, ça c'est un très commun, hein, il faut entreprendre, c'est prendre des risques, mais la mécanique financière que vous maîtrisez bien mieux que moi toutes les deux, elle est beaucoup plus rassurante. Hein. C'est pas comme le FSE, il faut avancer beaucoup,
avant d'être remboursés 3 ans plus tard. Je caricature le Fonds social européen. Là, avec les projets Erasmus, il y a déjà, une fois que le projet est obtenu, on a déjà des moyens pour faire. Et après, il faut faire, un des grands traits des projets européens, il faut faire ce qu'on dit. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Mettez-vous-le bien en tête, les porteurs de projets associatifs. Ce qu'on écrit, il faut le faire. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai pour tous les projets qu'on fait, mais là, ça ne rigole pas. Hein, il faut bien le faire et après, on obtient au final tous les... Oui, mais je fais vite, je vois le temps qui passe et puis on va. Il y a plusieurs projets. Je mets par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est moins des projets que un retour de témoignage d'une quinzaine d'années sur ces projets. Je trouve qu'il y a la notion de script qui est vraiment importante quand on écrit des projets européens. C'est des projets, il faut vraiment faire le film, quoi. Sur Erasmus+, c'est 2 ans. Il faut imaginer toutes les étapes sur 2 ans. Et c'est un cadre qui est peut-être difficile au départ, mais qui est extrêmement rassurant. Et dans ce cadre-là, après, on peut bouger. Mais il faut l'avoir, ce cadre. Et il faut l'avoir parce qu'on n'est pas seul. Parce qu'on travaille avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partenaires européens. Et s'il n'y a pas ce cadre commun, en 2 ans, ça va très vite. Voilà. Donc on ne sait plus où on va. Il y a un objectif, donc faire le film, un objectif de production. Ça tu l'as dit déjà. C'est-à-dire que chaque projet européen, on produit quelque chose. Hein. On produit. Et c'est vrai qu'il faut bien qu'on comprenne tous, nous, acteurs culturels, que l'œuvre, elle est au service d'une démarche d'insertion, d'une démarche d'inclusion. Mais l'œuvre, elle est là. Hein, que ce soit une expo, que ce soit un film, que ce soit un livre, enfin, tous les objets culturels, artistiques qu'on peut imaginer. Mais il faut produire. Et le troisième point qui me semble important, c'est d'être extrêmement curieux, d'être extrêmement agile. Alors, on enfonce des portes ouvertes quand on dit ça, mais ça fait un bien fou de travailler avec des personnes qui ont d'autres référentiels, qui travaillent dans d'autres conditions. Ça nous décentre un peu du microcosme franco-français, des fois dans lequel on se retrouve, et on ne peut pas faire parce que on voit des partenaires européens qui font avec rien. Mais vraiment, je dis rien, c'est rien. Et qui font, et on fait ensemble, et on construit ensemble des choses, et on construit des choses ensemble dans la durée. Hein, sur les programmes européens, il y a toujours cette idée qui est hyper importante. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça en tant que porteur de projet associatif. Ce qu'on fait, on le fait pour nous, dans les 2 ans qu'on passe ensemble, mais on le fait pour les autres, pour demain. C'est-à-dire qu'on laisse une trace toujours. La fameuse toolkit, la fameuse boîte à outils, cette boîte à outils qu'on a expérimentée, qu'on a développée ensemble. Je vais prendre un exemple pour être moins théorique, mais cette boîte à outils, elle doit servir d'autres. Je prends un exemple, un projet qu'on a eu en commun, Maria, sur Migratory Music, où l'objectif était d'accompagner des enfants qui se retrouvent dans une classe migrants, qui ne parlent pas un mot, donc dit allophone, qui ne parlent pas un mot de la classe dans laquelle ils se retrouvent. Donc on a travaillé avec des partenaires grecs, avec des partenaires belges et avec des partenaires à la ville de Bègle, ici, enfin les écoles de Bègle. Et ce projet-là, il y avait un fil rouge artistique qui était quelque chose d'extrêmement banal, a priori. C'était de faire les Lullaby Songs... merci. Les berceuses, un livre à partir de berceuses... qui sont le lien qui reste entre des mamans et des enfants pendant tous ces parcours migrants, de migration, extrêmement horrible, pour ne pas en dire plus. Donc il y avait ce parti pris, et au final, ce qui a été peut-être le plus passionnant, c'est moins... Enfin, le livre, bien entendu, est extrêmement important, la production est extrêmement importante, mais pendant tout ce processus, des enseignants français ont pu participer à des formations avec d'autres acteurs, d'autres artistes, alors qu'en France, c'est quasiment impossible. J'en parle en connaissance de cause, ma femme est instite, avec un système de formation pour les enseignants en France qui se limite, et tant mieux, c'est une des priorités, hein, au savoir de base. Et donc, il n'y a pas d'heures de formation disponibles pour travailler ce genre de projets qui sont absolument essentiels pour accueillir un enfant dans ta classe, et c'est quasiment toutes les classes aujourd'hui, presque, qui doivent... Il y a un enfant qui arrive qui ne parle pas un mot du français, en l'occurrence, chez nous. Et donc, ce projet européen a permis justement des temps de formation, notamment en Grèce. Je pense que c'est des souvenirs qu'on aura tous pendant très longtemps en tête, avec des techniques, avec des méthodes, voilà, qui, je l'espère et je le souhaite et je le sais, pour garder des liens avec certains enseignants, perdurent aujourd'hui dans des classes françaises. Voilà, c'est un peu, c'est un exemple comme ça qui me vient. Je pensais parler des cris sur l'accueil des familles roms, le dernier projet, mais j'arrête là. Okay, so I'm going to explain a project which is a little bit different. It's quite unique, and Erasmus Plus funding was so important because it allowed this project to happen.
It's a different look at culture, and to explain the project correctly, I'm going to have to give you a history lesson. Okay? So that's where we're going to start. Donc là, il va parler d'un projet qui est assez unique et qui a vraiment pu voir le jour que parce que ça a été financé par Erasmus. Donc là, il va donner un petit contexte historique d'abord. So, what is that? This is Belfast in about the 1950s or so, and the reason I show this is it's actually where I'm working now, but it looks very different today, because this is, it shows that it's very industrial, a lot of big industry, and the houses beside it. And the big industry is what created the employment, and the employment then is what created the labour for the industry. So at one time, over 100 years ago, Belfast had the biggest shipyard in the world, the biggest rope-making factory in the world, the biggest linen-making works in the world. There was an engineering works beside where I am, and where my office is, which was the first place where air conditioning was invented and was created, and it went into our local hospital as the first place. Donc en fait, Belfast, ça c'était une image qui montre dans les années 50 à quel point c'était une ville industrielle, et c'est d'ailleurs le berceau de plein d'innovations, dont les climatiseurs. Et c'était une ville qui avait beaucoup de trafic de bateaux, et ils fabriquaient aussi des routes, donc j'imagine le bitume, etc. Donc voilà, c'était une ville très industrielle qui a créé énormément d'emplois sur ce secteur-là. So at that time, things were good. But after this, we lost a lot of this industry. It declined, it left, it went to different parts of the world. So we had de-industrialization, depopulation, a lot of unemployment, and with that became a lot of social problems and a lot of challenges. Donc il y a eu après, il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années, des problématiques qui viennent de lister, et notamment le chômage qui a été en hausse, et tout un lot de problèmes sociaux qui sont arrivés derrière. But there's another problem, and maybe one that people are aware of, that Ireland is a beautiful place, okay? It's a beautiful island, and because it's a beautiful island, it has always had a lot of immigration. People like to come to Ireland. The Gaels arrived in Ireland about 600 years before Christ, and they sort of subdued the inhabitants. In the 5th century, 400 years after Christ, we had the Scoti. This is the northeast of Ireland and the west of Scotland, and that green area is called the Kingdom of Dalriada, and that was a kingdom of peoples that were together, and they traded across the sea. So the movement between between Scotland and Ireland was forever. Okay, so we have the Scoti, we have the Gaels. Then we have St. Patrick. Okay, St. Patrick comes and he brings Christianity to Ireland, and I don't know if you can read the bottom. There's a thing in Ireland which says that St. Patrick came to Ireland and he chased all the snakes out of Ireland, so there are no snakes left in Ireland. Okay, so you'll see at the bottom, there's the snakes running away out of Ireland, and what they say is, hey, this is a bit rich, as in, this is wrong, being told to get out of our country by somebody who was born in Wales. Donc ça, c'est la légende de Saint Patrick qui est arrivée, qu'apparemment il aurait dit, il aurait chassé tous les serpents du pays. Donc aujourd'hui il n'y a plus de serpents, et donc ça c'est une petite image un peu drôle qui dit ah mince, on se fait mettre dehors par un monsieur qui est même pas là et qui venait de Wales, donc de Pays de Galles. Merci. Okay, so St. Patrick he comes. Then we have lots of other things. We've got Vikings, that they come between 800 years after Christ. We have the Normans. You might know the Normans. They come in 1168. Then we have the plantation of Ulster, the northern part of Ireland, with more Scots and English. And some of this immigration wasn't exactly friendly. That's the picture. Donc ils ont eu plusieurs invasions, dont certaines pas vraiment très sympathiques. So this is the background to why there's been a lot of challenge in and around Ireland. There are still a lot of cultures in Ireland. Those cultures haven't really integrated even to today. So then that came our troubles. In 1969 through to, probably through to now, we have had these troubles, which has created a difficult backdrop for us. And what that means in real terms is that we have a divided society where the estimates here, 1.5
billion of UK sterling is spent on keeping people apart, segregated housing, different education, separate community and leisure facilities, so it wastes a lot of money. It also causes a lot of problems for social, mistrust, fear, unemployment, and violence. So this has been the negative of things that Ireland can be a real case study where immigration goes wrong. People don't integrate. Donc avec toutes ces invasions, en fait, l'Irlande du Nord aujourd'hui, c'est un cas d'étude sur le fait qu'il y a énormément de différentes populations avec des envies différentes, des écoles différentes, et donc ça crée aussi plein de problématiques sociales comme il les a listées sur ces slides. And people talk about our situation being about religion. It's about culture, because there are different cultures. Religion is a part of the culture, but it's about culture, and it's challenges in different cultures. Donc le problème n'est pas la religion, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment des cultures très différentes. So now we don't just have deindustrialization, depopulation, unemployment. We also have a divided society and political disengagement. So these are now the overlapping challenges for us. So Belfast, the orange bit is where a lot of Protestant housing, the green bit is where a lot of Catholic housing, and you can see there is some separation, okay? The red spark in the middle is us. That's where our office is. So we're sort of in the middle of this. Donc le orange c'est les protestants, le vert c'est les catholiques. And only less than 50 meters from my office, we had this, which À is 50 mètres de leur bureau, il y a eu ça. so that was quite challenging. And now we have moved to yet another challenge, which is we have new immigration coming into Ireland. So people coming from economic migrants and other sorts situations. And we have this, which is like people unhappy with new immigration, like we've always been unhappy with immigration. So, locals only. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir maintenant, puisqu'il continue d'avoir des immigrants qui viennent en Irlande du Nord. Et donc, il y a un nouveau problème avec les nouveaux immigrants et ce genre de tag qu'on peut voir. Local only. So with this whole history, we looked at this and we thought, what can we do to try to make things different? We're involved in enterprise and entrepreneurship, business, and we just thought, there's a very simple thing here. If you will only do business with your culture, your people, then you've just given away half of the market, okay? So if you just want to think about economics, it makes no sense to be so exclusive. Okay, you build a wall between people, you need to break down that wall. So we created this project, which was called Enter, donc, Enterprise at Interface. Son propos, c'est comme lui, c'est un incubateur qui aide les entrepreneurs. En fait, en regardant le marché, c'est très compliqué de s'adresser qu'à un segment. Donc, il faut pouvoir briser les barrières pour même économiquement être viable. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ce projet. So the Enter project was about saying, let's look at how if we can integrate and engage different cultures and bring them together, to work together, to do business together, to employ each other and all of this, then it's going to create a lot more wealth in society, and that's going to create a lot more opportunity, and that's going to address some of these problems of unemployment and social problems and challenges that I talked about before. Donc le but, c'est de ramener ensemble des entrepreneurs avec des contextes différents et des cultures différentes. So, I'm just seeing that. Okay. Yeah. So over a 2-year period, we ran this project, and what we did was we developed a toolkit which was advising how to create partnerships and alliances and bring people together and work together around a common theme, on this theme being about enterprise and entrepreneurship. We also developed some educational resources which were to be used by educators to go into through community organizations, colleges, universities, and be able to educate around the opportunities and the ways in which this type of work can be done. Donc en fait, en 2 ans, ils ont développé plusieurs méthodes, une boîte à outils,
pour créer ce qu'ils appellent des alliances, en fait. Ces espèces de clubs où ils réunissent des entrepreneurs avec des cultures différentes. Et ensuite, ils ont formalisé ou testé des formations pour les former ensemble. So our project, I've talked about the challenges that we face in Ireland, but that gave us the idea. But we realized that actually these problems exist everywhere. Anywhere that there is the possibility for movement of people and mixing of cultures, this problem could be anywhere. So we engaged different partners through Erasmus+, and we brought together partners from Croatia, the Netherlands, Republic of Ireland, and Northern Ireland, and worked on this together and got a different ideas from different people and looked at their challenges and created the materials and the resources that would work for them in their countries. Donc ils se sont rendus compte qu'en fait dans d'autres pays il peut y avoir aussi ces problématiques d'intégration dues aux différences culturelles, et donc ils sont allés chercher des partenaires de ces différents pays-là pour monter ensemble ce projet et aller solliciter les financements Erasmus. So some of that has been quite negative to get to where we are, but the positive is the future. And so we have some pictures of our partners there. You will notice it's always sun shining in Belfast. We don't do rain. Il fait toujours beau à Belfast, comme vous pouvez le voir, et on n'a même pas fait exprès. We also have some artwork in Belfast as well. It's unique artwork, but it's interesting. This is more of the cultural nature or violent nature, but we have good artwork coming now too. Et là, il montre des œuvres d'art. A priori, il y en a beaucoup à Belfast. And just the last point is that was just one project I wanted to explain, but it's one of many that we have done. I'm just showing some examples of others. We have done with young community mediators, which is working with young people. We have done one for female entrepreneurship with immigrant females in that Eminent project. And we've done ones where Co-Innovate is like a project that works with businesses across Ireland to help them innovate and do something different. Donc les autres projets qu'il a, c'est notamment un pour les femmes migrantes, pour qu'elles entreprennent, elles portent leur propre projet. Et Co-Innovate, c'est tout autour de l'Irlande, c'est ça, pardon? In Ireland, Co-Innovate? Yeah, across both jurisdictions, Northern Ireland and Republic. Donc l'Irlande et la République du Nord d'Irlande. Voilà. So I would love to talk more to you and see another time, but I will finish now and just to say, it's not that bad. We don't throw bombs anymore. Now we throw paint powder. Voilà, il n'y a plus de bombes, des vraies bombes, il y a des bombes de couleur. Maria, I'm sorry because it's very late and we wanted, and you show us a very beautiful project with your film. So perhaps on a un peu de temps. Si vous avez des questions, voilà, on a été très long, mais on vous écoute. Bonjour et merci. Hervé Bruno, je m'occupe d'un festival qui s'appelle Expoésie, qui a plus de 20 ans, qui se situe à Périgueux. Un festival qui mélange J'explore les liens entre la poésie et les autres arts. Alors je me suis inscrit à ce forum, et en particulier à cette séance, et j'ai l'impression qu'elle n'a jamais commencé. On a entendu des beaux témoignages, une belle unanimité politique que je partage, hein, mais moi, en tant qu'organisateur d'événements, je pensais qu'on aurait des choses bien plus concrètes, des filières, des solutions administratives pour, je sais pas, moi, faire des échanges, faire venir des artistes roumains, faire aller des poètes français en Roumanie ou ailleurs. Et voilà, des choses concrètes, parce que je m'y suis frotté il y a plus d'une dizaine d'années au financement européen. C'était une vraie galère, quoi. Et là, j'entends rien de concret, en fait. J'entends des témoignages. Merci, messieurs, dames, d'être venus nous voir, quoi. Mais concrètement, à qui il faut s'adresser pour avoir des... Vous l'avez vu, vous l'avez dit au début avec le Rocher de Palmerde. Ce qui vous intéressait au départ, c'était de faire rentrer des financements. Nous, on se bat tous les jours pour ça. Donc, on essaie d'en trouver des nouveaux. Puis, c'est pas qu'une question de pognon, quoi. C'est aussi une question de beaux projets culturels à partager. Mais là, je ressors sans être plus avancé que je ne suis rentré, quoi. Oui. Alors, ce qu'on a essayé de vous expliquer, là, on n'allait pas faire un cours en 1h30 sur l'accès à ces financements, la plateforme. Alors, vous avez le Relais Culture Europe avec Martha qui
travaille beaucoup sur un ensemble de projets et qui, enfin, déjà, vous avez accès tout simplement sur les sites de l'Union européenne aux règles de ces financements pour aller voir comment vous pouvez y accéder. Donc, pour le relais culture, pour le programme Creative Europe, le relais Culture Europe vous présente avec une multitude de boîtes à outils sur le site, voilà, l'accès à ces financements. Pour le programme Erasmus, vous allez sur le site monprojeterasmus.com et vous verrez l'ensemble des dispositifs auxquels vous pouvez accéder, les règles du jeu auxquelles vous pouvez accéder. Mais c'est difficile, si vous voulez, en 1h30, de donner une image. Alors, moi, j'ai trouvé ça très concret, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'était pas là pour faire un cours administratif sur quelle plateforme vous déposez vos projets, etc. Ça, on peut vous le dire individuellement au moment où vous... voilà, donc le relais, vous faites des rendez-vous, on fait des rendez-vous aussi au LABA, et vous avez les sites des agences. Comme disait Sophie, tous les outils techniques, comment on trouve les formulaires, comment on trouve tout ça, on a des outils en ligne, des podcasts, des tutos en français, parce que tout est en anglais, donc on a tout en français, traduit, pas par moi, par des vrais français. Voilà. Et puis, deuxième chose, par contre, il faut derrière travailler un objet de travail. C'est-à-dire un projet. Évidemment. Voilà. Et donc, on ne peut pas le faire ici parce qu'on est nombreux et qu'un projet, il faut échanger, il faut savoir à quoi ça répond votre projet, avec qui vous allez le faire, pourquoi vous allez le faire. Et c'est ça, il faut parler des sens et des contenus de votre projet pour pouvoir vous apporter des réponses. Excusez-moi, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, la vie des organisateurs. Ils s'adaptent aussi en fonction des financements qu'ils peuvent trouver. Hein. C'est pas d'abord on fait un projet, c'est les deux se font en même temps, quoi, en fait. Et il faut savoir quel canal aussi utiliser et s'y adapter aussi. Hein. C'est pas seulement notre projet, quoi. Enfin, je vous suis hein, pour avoir été plus qu'être aujourd'hui à votre place. Juste par rapport au territoire, parce que je m'interrogeais, parce que je viens de finir un accompagnement sur votre territoire avec le programme Leader. Vous aviez eu accès ou pas à ce programme? Parce que je m'interrogeais sur l'accessibilité qui n'est pas toujours évidente. Et ce que je veux dire, c'est que ça a un peu changé maintenant. Et il y a une approche beaucoup plus de proximité, et notamment avec le pays de l'île en Périgord, en l'occurrence chez vous, qui, là, va être, à mon avis, beaucoup plus à l'écoute des porteurs de projets locaux. Voilà. Alors, c'est une autre entrée hein, sur Leader Plus, mais qui a une forte dimension de valorisation du territoire à partir des projets artistiques et culturels qui sont enfin, il y a des moyens plus conséquents qu'il y en avait avant, et un système de décision qui est local et qui ne part pas plus loin. Merci. Moi, en fait, j'ai l'impression beaucoup parler de projet Erasmus+, mais peu de projet Europe Créative. Est-ce que, justement, à un moment, vous vouliez parler d'exemples? En fait, moi, ça m'intéresse bien de savoir à quoi ça ressemble un projet Europe Créative. Et est-ce que c'est obligatoirement porté par un acteur culturel ou pas forcément, puisque vous disiez que, justement, ça pouvait être de différents secteurs d'activité? Qu'est-ce que le porteur? Je vais laisser la parole à Maria, mais si vous voulez un exemple, vous pouvez aller sur le site du Rocher de Palmer. Il y en a un qui vient de se terminer, qui s'appelle le projet MMM, Migratory Music Manifesto, qui est un projet qui est dédié on va dire, au soutien et à la professionnalisation des migrants qui sont musiciens. Donc ce projet a été fait pendant 2 ans, piloté par le Rocher, avec des festivals qui travaillent dans le domaine de la musique, des labels belges qui travaillent avec des musiciens réfugiés, et ce projet, des chercheurs sur le secteur de la migration. Donc vous aurez tout le détail. Ça, c'est typiquement un projet, ce qu'on appelle une petite échelle, qui vous donnera un petit peu l'idée d'une complémentarité de partenaires, et qui a été un projet absolument extraordinaire dans la production de ce qu'il a fait. Voilà, il y en a beaucoup des types de projets. Je crois que on a accès aux résultats sur la plateforme du Relais Culture. Oui, donc alors le programme est ouvert à tout type de structures, de toute taille, de tout secteur.
Donc, c'est-à-dire que ça peut être une association d'une ONG, une association qui n'a pas de salariés, comme ça peut être aussi des grandes institutions. Donc, ce n'est pas fermé, c'est plus au dire, le programme est plus dédié à des grosses institutions. Non, c'est vraiment très partagé. Après, ce qu'il faut vraiment, j'insiste, il faut vraiment répondre à ce que le programme demande. Avoir un objet de travail qui répond à ça. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Avec une grosse institution. L'Opéra de Lyon, vous connaissez l'Opéra de Lyon, elle est venue me voir parce qu'il voulait monter un projet Europe Créative. Alors là, aider l'Opéra de Lyon à faire la diffusion des ballets et d'opéra, nous n'avons pas les moyens. L'Opéra de Lyon a un budget peut-être beaucoup plus important que tout le budget d'Europe Créative pour toute l'Europe, hein, donc c'est pas la peine. Hein. Donc je leur ai dit tout de suite, oh là là là, au revoir. Elle m'a dit, non, attendez, nous on n'est pas là pour ça. Ce qui nous intéresse, notre objet de travail, ce qui nous intéresse, ce n'est pas faire la diffusion d'opéra lyrique parce qu'on a les moyens avec tout le mécénat, etc. Nous, on est vraiment très engagés sur la transition écologique. Et on ne sait pas par où la prendre. Est-ce qu'on la prend par la question bâtiment? Je lui ai dit, là, nous, on ne peut pas vous aider non plus parce qu'on n'a pas les moyens. Il a dit, on se pose la question sur la question de la santé. Et puis finalement, ils se sont dit, nous, on va vraiment répondre à ces enjeux qui est vraiment notre enjeu qui est la scène. Et donc on souhaite expérimenter tout un nouveau modèle des décors d'opéra, zéro empreinte carbone, expérimenté en économie circulaire. Et on ne veut pas associer tous les opéras, on va juste tester sur l'opéra des Göteborg, des Tunis et des Lyon, mais pour arriver à ça, il nous faut d'autres partenaires, parce que lesquels? Donc, il nous faut des expertises scientifiques, donc il nous faut des universités, donc ils ont travaillé avec des universités en République tchèque et en Slovénie. Il nous faut aussi des designers, donc ils travaillent avec l'école, la Cité internationale des designs, qui va venir designer les nouveaux métiers, les nouvelles compétences qui auront besoin les professionnels des secteurs de la production et de la gestion d'opéra. Parce que vous avez la transition écologique, il faut aussi... c'est la transition écologique, ce n'est pas un plan d'investissement, c'est un changement des modes et de notre société. Donc là, ils réfléchissent à quelles seront les compétences et vraiment de ces deux secteurs, en fait, des professionnels des gestions et des diffusions d'opéra. Et puis, il y a aussi travail avec Barcelone, qui sont des économistes qui sont spécialisés dans l'économie circulaire. Et donc, tout ce monde-là a fait qu'ils sont en train de mettre en place un projet qui va expérimenter et qui vont essayer de faire émerger. Donc, l'objet de travail, c'est vraiment repenser les métiers des démarres. Hein, ça, c'est l'objet de travail. Hein, repenser les métiers des professionnels des gestions et des productions d'opéra. Et après, le contenu, comme tu disais, les livrables, c'est vraiment produire un nouveau modèle de décor d'opéra zéro empreinte carbone. Est-ce que ça va marcher? Ils sont en train de l'expérimenter, de le tester. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est une association qui travaille en Irak, française, et qui est engagée sur la reconstitution numérique du patrimoine qui a été détruit par la guerre. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler avec des Irakiens et des Européens sur tout ce qui est la donnée. Parce qu'il faut aller vraiment travailler avec les gens qui ont vécu, qui vivent là-bas sur place, récupérer ça et essayer vraiment de récupérer en fait ces patrimoines qui a été détruits par la guerre. Et après, on a d'autres, je peux vous donner, on a tous le projet. Maria a expliqué son projet autour des festivals, Sophie autour des migrants. Mais vraiment, c'est dire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui et dans les contextes d'aujourd'hui, je monte un projet qui répond à ces enjeux-là. Malheureusement, si vous n'êtes pas là-dedans, il ne faut pas venir sur Europe Créative. Je vais rajouter encore quelque chose pour le monsieur là, qui nous interpellait sur le peu de concret. Nous, on est des opérateurs culturels, on a été dans votre situation. Et franchement, on sait comment pas à pas, on a avancé, on a identifié les financements, on a été parlé avec toutes les portes ouvertes pour tester notre projet, pour dire voilà, pour trouver l'endroit où ça pouvait être intéressant. Ça a mis un certain temps, mais c'est comme ça qu'en dialoguant, on vous dit, eh bien voilà, regarde, il y a ce fonds-là. C'est pas
ça ne s'explique pas en 1h30. Vous imaginez bien que c'est assez... voilà, il y a beaucoup de ramifications. Donc, il faut des portes ouvertes, des gens avec qui vous parlez de votre projet, le fait de l'exprimer. Et pour ceux qui connaissent un peu mieux ces fonds-là, qui ne sont pas forcément des hyper spécialistes, mais, comme Martha, mais d'autres, voilà, comme des gens qui déjà pratiquent ces fonds-là dans leur propre expérience, peuvent discuter avec vous et de vous montrer à quel endroit ils ont été cherchés, quel formulaire ils ont rempli, combien de temps ils ont mis, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est mis tous au travail, nous tous. Martha, voilà. Juste pour donner un exemple, peut-être pour vous, sur la poésie, on a soutenu aussi un autre projet qui a été porté par la Maison de la Poésie de Normandie. Donc, il souhaite, en fait, l'idée, en fait, du travail qui fait la Maison de la Poésie de Normandie, c'est plus de travailler sur la découvrabilité des œuvres des poètes arabes. Et de les traduire. C'est-à-dire comment on traduit de la langue arabe. Est-ce que c'est une langue, la langue arabe, c'est une langue européenne? C'est une langue de la diversité. C'est une langue aujourd'hui qui est parlée pour beaucoup d'Européens. Et donc aujourd'hui, pour la faire connaître, il faut connaître ces littératures, parce que c'est une littérature, c'est comment on fait aujourd'hui pour créer un marché. Ça, c'est l'objet de travail, hein, créer un marché entre l'Europe et le monde arabe. Et donc, on travaille sur vraiment, et pour arriver à créer un marché, parce qu'il n'existait pas, parce que les éditeurs ne connaissent pas la littérature, parce qu'ils ne prennent pas des risques à traduire, parce qu'il n'y a pas de formation, parce que, donc tout ça, c'est le processus qui dit comment on va mettre en place avec des Européens. Donc, ça prend entre partenaires toute la chaîne, hein, des libraires, des éditeurs, des traducteurs, hein, parce que aussi, voilà, et les mettre ensemble pour vraiment se poser les questions de comment on crée un marché et comment on fait la découvrabilité des œuvres, des ensembles. Et l'objet, c'est vraiment travailler sur la question de l'interculturel. Une dernière question dans la salle et après on va devoir s'arrêter pour pouvoir avoir une pause avant de partir sur la suite de la programmation. Formidable. Et est-ce que vous pouvez, j'ai une question moi personnellement pour éclairer, est-ce que vous, vos structures relais, êtes là pour aider à faire maturer les projets? Parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir une problématique d'entrée à l'échelle européenne. Est-ce que vous confirmez que vous êtes là aussi pour aider les porteurs de projets à faire ce travail-là? À des échelles différentes, oui, totalement. Le relais accueille les porteurs de projets et propose des dispositifs vraiment de maturation de projets, d'hébergement de projets, de tests de projets, etc. Et nous, on fait des rendez-vous, on fait des formations actions, on accueille des gens pour écrire avec eux des morceaux de leurs projets, etc., sur lesquels que l'on connaît. Et exactement, on fait du tutorat et ensuite, ensemble, on aide à l'émergence du projet, on essaye de dépasser les points de blocage. On ne fait que ça. Martha ne fait que ça. Et voilà, on ne fait que ça. Bonjour, c'est un peu le sens de ma question aussi. Qu'en est-il des formations justement pour les gens qui vont accompagner administrativement ces projets-là? C'est juste, moi j'ai fait un stage sur un projet européen et ça m'a paru d'une grande complexité administrative, mais je ne sais pas si c'est un ressenti. Mais est-ce qu'il y a des formations, même courtes voilà. Ici, vous avez dans la salle un certain nombre de pauvres étudiants qui ont essayé de comprendre, mais ils ont très, très bien compris. Et on n'a pas terminé ensemble. Donc, il y a des formations dans des masters. Il y a des formations aussi tout au long de la vie. Vous êtes accueillis en formation au sein du Relais Culture Europe. Vous êtes accueillis dans nos formations Action au sein du LABA. Voilà, allez sur nos sites. Là, il y a nos cartes de visite. Martha, certainement. De toute façon, voilà, on est tous... Regardez tous les programmes, ils sont en ligne au Relais, ils sont en ligne au LABA. C'est pas tout à fait les mêmes fonctions. Voilà, comme l'a dit Martha, le Relais, c'est vraiment aussi l'information, la rentrée dans l'histoire, etc. Et nous, on est plus sur la notion de tutorat et d'accompagnement sur la fin de vos projets. Merci à tous pour votre présence, témoignage et intervention. Merci beaucoup.